Hi everyone. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Just to be with the Zoom people, but happy to have Je you. suis heureuse que And vous as you soyez may know, tous because là. today we have a full Commençons day, parce que le programme est très chargé along the way more attendees will come. et j'espère qu'en cours de route, nous aurons plus de We have also a Zoom. participants. Il y en So a déjà pas mal qui good attendent sur morning Zoom. everyone, Alors, bonjour tout le and monde welcome to this et conference titled bienvenue à cette Military conférence and Outside the Lines, intitulée Hors Research des sentiers battus, New perspective on researching the military. nouvelles perspectives de I'm recherche sur Joanna les Massé, militaires. Je m'appelle Johanna and Massé for the opening et remark, dans ce I discours do d'ouverture, something je vais faire ce que the je demande aux presenter does today, présentateurs de la which conférence d'aujourd'hui de ne I pas will faire, switch from c'est-à-dire French que to je vais passer English de l'anglais au français just to show you what you don't do. pour vous And montrer ce so qu'il ne faut pas we are faire on the et Zoom aussi and pour we que can les hear gens you qui participent and à Zoom et dans la see salle if the translation device puissent works. But yes, vérifier que leur I'm a postdoctoral dispositif fellow at the CIDP, d'interprétation fonctionne bien. Alors, Center je for suis chercheur International and Defense postdoctoral au Centre Policy, international de and Defense I am Policy. also Je suis également also the la proud fière organizer organisatrice de of this cette conference, conférence, who was joined, née d'une initiative conjointe who was born from a joint du initiative CIDP from the CIDP and et the du Réseau Canadian canadien de défense Defense and et de Security Network, sécurité, le the CDSN. CDSN. And it was made possible Elle a été thanks rendue to possible a grâce à targeted une engagement grant subvention from the d'engagement MINDS ciblé du program. programme MINDS. So before we begin, I would Donc, like avant de to commencer, thank its j'aimerais partners. remercier ses Without them, partenaires. it could not have been possible. Sans eux, But cette yes, rencontre n'aurait pas été possible. today's conference Donc, la would not conférence have been d'aujourd'hui possible n'aurait pas été without possible the sans le efforts and soutien support from a de lot of nombreuses people. personnes. And I Et am je amazed by suis all this support ravi because de at the tout ce very beginning, soutien et étonné aussi car au initiating tout this début, project l'idée de ce projet came from me est sometimes venue feeling frustrated du fait because que je me I sentais parfois felt like frustré parce que j'avais exactly l'impression de ne pas what être à ma the place military study dans le in my domaine mind should look like. de la défense et des études du I was a bit militaire. too J'étais un peu interpretative, I trop was a bit too interprétative, j'étais un peu intuitive, trop my level of inductive, analysis mon was niveau like, d'analyse était un peu trop my position was pointu, a ma bit too position était defensive. un peu trop And réflexive. even when it comes to my Et research même en interests, ce qui concerne mes intérêts de I had recherche, I came to be interested j'ai into commencé à m'intéresser, thank you. merci, I come to be interested into j'ai women commencé à and m'intéresser à integration l'intégration after working on women du in political genre après avoir diplomacy travaillé sur conflicts. l'engagement des femmes pendant les And conflits if politiques. there was Et interconnection s'il y between avait the two subjects, des liens entre les deux I was not sujets, familiar with what l'étude de it was l'institution doing to the militaire military m'était institution. encore très peu And familière. let's say it was a learning curve for me. Disons que ça a But été I une courbe discovered on the way d'apprentissage. that J'ai découvert en cours de route that que, and I'm getting lost, but et je me perds dans mes notes, the field excusez-moi, was much que more le domaine était beaucoup plus asymptotic varié than que most people ce à quoi usually la of plupart des think gens when they pensent use the word habituellement military. quand ils entendent le mot And at a militaire. time when the Il y a military une sought époque où to l'armée define its elle-même place s'interroge in sur sa place et a son new avenir world, dans un monde en there mutation. is a lot of De nouvelles really interesting recherches, research des being recherches done. très And intéressantes it sont may menées. not be exactly Ce n'est peut-être what we pas think of when exactement we ce think à of quoi the nous military, pensons lorsqu'il s'agit de but l'armée, there is much mais il to y a learn tant from à these different apprendre de ces perspectives différentes and perspectives approaches. et And approches. that is the reason Et behind this c'est la raison conference, d'être de cet is to événement, provide a venue for researchers offrir un lieu de and rencontre experts aux to go chercheurs et à la outside the recherche box. qui sortent un peu des sentiers battus. L'idée était d'organiser un événement célébrant la diversité et l'inclusion, et cela à plusieurs niveaux. Au niveau de la langue tout d'abord, et donc c'est le moment où vous essayez de vos translation devices. Mais cet événement a été pensé comme entièrement bilingue, regroupant des chercheurs aussi francophones, autant francophones que anglophones, parce que la langue ne devrait jamais être une barrière à l'acquisition des connaissances. Et l'événement est traduit simultanément grâce au travail de nos traducteurs, sans qui toute cette conférence n'aurait pas été possible. Donc aussi est-il important de reconnaître l'importance de leur travail aujourd'hui. Cet événement a été voulu comme une manière d'apprendre au-delà des frontières canadiennes aussi,
Et nous avons la chance d'avoir dans notre programme des chercheurs de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Allemagne, des États-Unis, d'Inde, dont certains ont fait le trajet jusqu'à Kingston pour venir nous parler de leur recherche et nous faire leur présentation. Il s'agit aussi d'apprendre au-delà des frontières disciplinaires. Et les recherches que vous verrez aujourd'hui sont d'inspiration aussi bien anthropologique, sociologique, légale, historique, ethnographique. Certaines des présentations certaines des recherches vont être présentées par des chercheurs déjà aguerris, d'autres par des chercheurs qui viennent de commencer, certains en provenance du monde universitaire, d'autres du monde de la défense. Et c'est l'idée derrière cet événement, c'est-à-dire de favoriser un dialogue et un échange qui parfois n'est pas autant possible ou présent qu'il devrait l'être entre les différents mondes universitaires, académiques, mais parfois aussi entre les générations de chercheurs. Et enfin, l'idée était aussi d'atteindre la parité entre les genres, le milieu de la recherche sur le militaire comme le milieu militaire de manière générale n'étant pas reconnu pour être encore totalement paritaire. Mais sur ce point, on peut dire que la majorité de nos chercheurs aujourd'hui sont des femmes. Donc ça, on a réussi parfaitement. But today's agenda is pretty busy. Le programme d'aujourd'hui est assez chargé, comme vous avez pu le voir, en consultant notre programme que vous pouvez consulter à la porte ici ou en ligne. Entre nos 5 panels, la présentation d'un livre et le discours de clôture, je peux affirmer qu'il y en aura pour tous les goûts. Chaque présentation durera environ 15 minutes et après chaque panel, on aura entre 10 et 15 minutes pour poser des questions. Comme la journée est bien remplie, nous serons stricts sur la gestion du temps. Mais je suis sûr que les présentateurs seront heureux de vous répondre. Et si vous n'avez pas le temps de les poser, vous pourrez les poser dans la boîte de clavardage et bon, ou aller voir directement les orateurs si vous êtes sur place. Notre premier panel s'intitule « La recherche participative au sein de l'institution militaire, de l'observation à la recherche-action au service des soldats ». Il sera présenté à moitié à distance et à moitié en présence, et à moitié en français, à moitié en anglais. Après une pause, nous nous retrouverons, où il y aura d'ailleurs une petite collation dans le couloir. Nous nous retrouverons pour le deuxième panel, intitulé cette fois « Examen des expériences vécues, apprendre des membres du service eux-mêmes ». Il s'agira d'un panel court, mais directement relié au premier, qui n'en sera pas moins intéressant. Le dernier panel de la matinée s'intitule « Représentation des identités sexuelles et de genre vers une institution militaire plus inclusive et plus diversifiée ». Il sera entièrement présenté en anglais, et encore une fois à moitié à distance et à moitié en présence. Ensuite, le moment le plus important, le repas. Et ensuite, nous nous retrouvons pour la présentation du livre de Mesdames Grazia Scopio et Sarah Greco. Sarah Greco sera à distance. Ils vont présenter leur nouveau livre intitulé The Power of Diversity in the Armed Forces, International Perspectives on Immigrant Participation in the Military. En plus d'être un sujet passionnant, cela pourrait vous donner une bonne idée de cadeau de Noël, hein, je le dis en passant. On passera ensuite au 4e panel, cette fois sur le changement de culture et la difficulté de saisir l'évolution institutionnelle de l'armée. Encore une fois, ce sera des exposés à moitié à distance et à moitié en présence, et en partie en français et en partie en anglais. Et le dernier panel de la journée, après la pause évidemment, rassurez-vous, il y aura une pause. Donc, le dernier panel est intitulé « Le pouvoir de l'État et la force militaire, une relation complexe et changeante ». Mais ce ne sera pas la fin de la conférence, car nous aurons ensuite
Et une dernière intervention, celle de Madame Maria Rost-Robley, qui nous parlera en direct d'Australie et qui sera une parfaite conclusion parce qu'elle parlera de sa recherche sur l'état de la diversité dans les études canadiennes. Alors oui, la journée sera longue, mais bon, et moi-même, j'ai parlé trop longtemps, mais un dernier point avant de commencer, je tiens à dire à quel point nous sommes reconnaissants de pouvoir organiser cet événement sur ce territoire, le territoire traditionnel des Anishinaabe et des Haudenosaunee. Nous souhaitons reconnaître, bon, excusez-moi, il faut que je prenne un peu d'eau. Nous souhaitons reconnaître l'importance de ce territoire pour les peuples autochtones qui y ont vécu et qui continuent d'y vivre et dont les pratiques et les spiritualités étaient liées au territoire et qui continuent de se développer en relation avec le territoire et les autres personnes qui y habitent aujourd'hui. Ceci dit, allons-y et bonne journée à tous et à toutes. Ok, ça marche. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je suis hyper heureuse d'être là aujourd'hui. Merci pour cette organisation qui a dû être extrêmement chronophage, importante, et je suis très impressionnée. Alors, je vais commencer tout de suite du coup par me présenter. Donc, je m'appelle Marguerite Déon. Je commence ma 3e année de thèse sur l'intégration des femmes aux unités de combat, essentiellement dans l'armée de terre française. Donc, pour réaliser cette thèse, j'ai eu recours à plusieurs méthodologies, essentiellement des entretiens et de l'observation plus ou moins participante. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est de cette dernière méthode dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, pour cette communication, je vais d'abord vous présenter mon terrain et une réflexion sur la manière dont j'ai eu accès à ces données que je vais vous présenter. Puis, je vous proposerai une interprétation de ces dites données. Donc, concernant mon terrain, je suis allée passer entre 3 semaines et 1 mois à chaque fois dans 3 centres de formation de l'armée de terre différents. Le premier, c'était un centre de formation et d'évaluation au combat pour des compagnies d'infanterie ou des escadrons de cavalerie. Le deuxième, c'était un centre d'entraînement et d'aguerrissement dans un milieu dangereux. Et le troisième, pareil, mais pas dans un milieu dangereux, et c'était dit commando. Voilà. Donc, à chaque fois, ces stages auxquels j'ai pu assister étaient très différents. Et hormis pour le premier de terrain, où j'étais essentiellement avec des instructeurs et les moniteurs, j'ai pu passer aussi bien du temps avec les stagiaires à faire certaines de leurs activités avec eux qu'avec les instructeurs ou moniteurs, où du coup, là, l'observation était moins participante puisque j'observais comme eux. J'étais du côté... voilà. Alors, il faut dire déjà une chose sur ces terrains, c'est qu'à chaque fois, ces centres étaient peuplés majoritairement d'hommes, issus d'armes d'unités dites de mêlée, donc surtout l'infanterie, la cavalerie, parfois un peu dans une moindre mesure le génie de combat, voire l'artillerie en appui. Et là, c'est peut-être le moment où vous vous dites, mais pourquoi va-t-elle observer l'intégration des femmes dans des endroits où il n'y en a pas, ou voire très peu? Alors, c'est là où j'aimerais souligner une première limite aux avantages de la méthode de l'observation participante pour l'étude des femmes par elles-mêmes ou pour elles-mêmes, si on peut dire. Et c'est que si on n'a pas choisi l'unité de combat qui se trouve être un peu une forme d'exception sur le plan statistique, parce qu'en fait, en France, les unités de combat, mais ce n'est pas le cas qu'en France, font partie des unités les moins féminisées de l'armée française, on se retrouve du coup facilement face à un dilemme. Où on étudie le combat et on ne trouve pas ou très peu de femmes, où on étudie les femmes et dans ce cas-là, on perd un peu la dimension combat. Et quand on veut étudier comme moi la relation entre les femmes et le combat, on a un premier résultat de recherche, si j'ose dire. Bon alors, j'exagère un peu, là j'ai simplifié parce qu'il y a toujours des exceptions, mais on n'a pas totalement le temps de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, face à ce problème, ce que j'ai fait, c'est que du coup, le dernier centre de formation, c'est un centre de formation où passent
où passaient l'intégralité des sous-officiers de l'armée de terre française et passe toujours l'intégralité quasiment des officiers de l'armée de terre aujourd'hui. Donc là, en fait, j'ai retrouvé beaucoup plus de femmes que dans les autres terrains, mais ce n'étaient pas des femmes qui se destinaient à des armes de mêlée, forcément. Voilà. Il y a une deuxième limite à laquelle que j'aimerais évoquer concernant cette méthode de l'observation, c'est que même lorsqu'il y a des femmes, comme lors du dernier terrain, je n'ai pas eu accès à leur discours de la même manière que j'ai eu accès à celui des hommes. Et je pense que ça tient au fait qu'elles sont en minorité. Et c'est là où l'entretien était une bonne méthode complémentaire parce qu'en entretien, il y a une tendance chez les femmes militaires à exprimer le fait que lors de ces périodes de formation, qu'elles ont quasiment toutes vécues, elles se sentent particulièrement exposées au regard et au jugement et qu'elles décrivent ces temps, enfin ces moments de formation, là, ces stages, comme des moments très forts où elles doivent passer tout un tas d'épreuves d'intégration, là c'est moi qui dis, c'est pas elle, elle le formule pas comme ça, d'épreuves d'intégration informelle pour parvenir à se rendre descriptibles en fait comme des pairs, comme des vrais militaires. Et voilà. Et en fait, la plupart adoptent ce qu'on peut appeler des stratégies d'indifférenciation. Donc, c'est essayer de passer inaperçu, de se fondre dans la masse pour devenir one of the guys. Et dans ce cadre, discuter avec la doctorante qui travaille sur l'intégration des femmes, ça peut s'avérer incompatible avec les ambitions de passer inaperçu. En plus, elles sont souvent sollicitées dès qu'il y a quelqu'un d'externe qui arrive parce qu'elles représentent du coup la diversité. Et donc, elles sont un peu surexposées. Et ça aussi, ça peut nuire à leur stratégie d'indifférenciation et donc de leur point de vue d'intégration au groupe. Donc, ces difficultés méthodologiques m'ont amené pendant un temps à travailler davantage sur les hommes, finalement, et leur conception de l'intégration des femmes dans les armées, plutôt que sur les femmes elles-mêmes ou leurs interactions avec les hommes. Et alors, maintenant que j'ai un peu parlé de ça, je voudrais vous donner mes surprises de terrain, en fait. Alors, la première, c'est que j'ai été très étonnée de constater que ces terrains, ces formations, ces moments de stage se sont avérés relativement propices à tout un tas de petites conversations informelles qui se sont avérées très signifiantes. Et ces conversations, je les ai trouvées même parfois très intimes. Alors ça, c'est moi qui le dis, peut-être que les acteurs ne seraient pas ravis que j'utilise le mot intime, mais je les qualifie comme ça dans la mesure où les militaires hommes abordaient des regrets par rapport à leur vie de famille, des difficultés suite à des opérations extérieures ou dans leur vie personnelle, des difficultés à conjuguer armée, vie affective, et des critiques aussi de l'institution et parfois très franches. Et tout ça alors que j'étais... et c'est pour ça que l'intervention de Léa Ruel est hyper intéressante après, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été suspectée beaucoup. On m'appelait souvent l'agent infiltré, Marina Loiseau, qui est un personnage clandestin dans une série française très connue. On m'appelait l'œil de Moscou, l'espionne. Et surtout, et puis on m'a donné tout un tas d'étiquettes. Comme j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai dépassé ce matin, je me suis rendu compte que j'ai dépassé de 2 minutes. Je vais pas vous les dire toutes, mais bon, globalement, je suis une femme, je travaille sur les femmes, je suis parisienne, je fais de la sociologie, donc probablement de gauche, etc. Enfin, il y avait rien qui allait. Et du coup, j'ai été d'autant plus surprise par les moments où les acteurs semblaient se confier. Du coup, je me suis interrogée sur les facteurs facilitant ces confessions, entre guillemets, même si le terme est trop fort. Et je pense qu'elles tiennent au contexte d'énonciation. Alors, j'ai identifié 2 principaux facteurs facilitants. Le premier, c'est que ces stages, en fait, ou ces entraînements, c'est souvent l'occasion de longs moments d'attente et qui prennent des formes multiples. Alors, et c'est très marquant parce que les moments où j'ai eu des conversations intimes ont souvent cela de commun. Donc, par exemple, je suis avec des instructeurs et puis on attend que les stagiaires s'emparent d'une maison, mais ils mettent du temps à venir parce qu'ils viennent de loin. Alors,
on discute dans le froid et la nuit. Ou alors, je me souviens aussi d'un moment où j'étais assise sur une poutre avec un instructeur qui devait vérifier que les stagiaires respectaient bien les règles de sécurité. On était isolés tous les deux dans le vent avec le paysage devant et ça a été un moment aussi très fort. Ou alors, quand on attend les ordres, tout simplement, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et le moment où j'ai eu le plus de conversations, je crois que c'était lors des trajets en véhicule à deux, isolés. Et là, voilà, c'était souvent des moments forts. Et du côté des stagiaires, à l'inverse, c'était souvent ces formations, ils marchent beaucoup, les militaires marchent beaucoup, beaucoup. Et donc, en fait, c'est des moments où, en marchant avec eux, c'est facile de s'isoler un petit peu du groupe, de se binômer et de discuter pour passer le temps aussi, en fait. Hein. Et voilà. Donc ça, c'était le premier facteur facilitateur. Le deuxième, c'est que ces terrains, c'était, sauf le premier où j'étais davantage avec les instructeurs, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais en tout cas, ces terrains, c'était souvent des moments où les stagiaires, mais aussi parfois les instructeurs, sont contraints de rester les week-ends et les soirs de semaine sur place. Et moi-même, je suis restée sur base, donc j'ai été invitée à leur soirée, au pop-up, j'ai fait des activités avec eux le week-end, j'ai bu des bières, j'ai mangé avec eux, parfois dansé. Et les militaires, en fait, décrivent en entretien, ils décrivent souvent ces moments comme des moments de cohésion, je cite, des moments très forts dans la mesure où ils sont isolés de leurs relations affectives, qu'ils n'ont même pas de téléphone souvent, et qui côtoient les mêmes personnes 24 heures sur 24, à vivre des choses qui sont éprouvantes physiquement et moralement. Et du coup, c'est des contextes où les relations semblent se tisser un peu plus rapidement et manifestement, voilà, les relations sont accélérées. Ils utilisent même ce terme. Et ils m'ont même dit que parfois, discuter avec moi formait une sorte de petite parenthèse vis-à-vis des difficultés qu'ils avaient à vivre, qui était bienvenue et qui leur rappelait aussi le monde qu'ils laissent derrière eux le temps du stage. Donc, ça, c'était pour la première surprise. La deuxième surprise, ça a été de constater qu'au-delà du fait qu'on me confie des choses, c'était une forte tendance à critiquer les évolutions jugées venir du monde civil et aussi des nouvelles générations. Alors, je vous ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais un peu pêle-mêle. Il y a par exemple la critique du fait que les jeunes soient moins sportifs aujourd'hui parce que la société s'est davantage sédentarisée, ce qui crée un moral de chips et des chevilles tordues. Il y aurait un moindre sens de l'engagement des jeunes générations qui se plaignent davantage des conditions de travail ou de leur formation, qui veulent plus autant faire carrière, qui passent moins de temps avec leurs collègues et préfèrent rentrer chez eux le week-end. Il y a aussi la critique de l'augmentation de recours aux arrêts maladie voilà, et de la plainte ou de la plainte même pour harcèlement et donc des critiques du chef et des pratiques pédagogiques. Mais il y a aussi eu des conversations, des critiques sur les nouvelles directives européennes sur le temps de travail qui mettraient en péril la possibilité pour eux de travailler le week-end ou d'effectuer des terrains de plusieurs jours et donc d'être mieux formés et plus aptes à se battre. Et au milieu de ça, évidemment, la politique proactive de l'ancienne ministre des Armées en faveur de l'intégration des femmes, qui est accusée en fait d'accélérer la nomination de femmes à des postes de haut commandement et donc de pratiquer une sorte de politique officieuse de quotas. Alors, après ces petits éléments descriptifs, je voudrais formuler plusieurs remarques. Alors, la première, c'est que recontextualisée dans le cours d'interaction quotidienne, la critique de l'intégration plus ou moins forcée des femmes dans les armées semble faire partie d'un ensemble d'autres critiques qui visent d'autres évolutions, qui vivent des évolutions jugées du monde civil, qui viennent en fait menacer à la fois leurs conditions de travail, mais aussi leur morale professionnelle. Et par ces critiques, en fait, il me semble que les militaires de l'armée de terre, issus essentiellement d'armes de combat, révèlent en creux ce qu'ils considèrent faire la spécificité de leur métier, ce qui fait qu'ils devraient être différents, avoir des règles différentes, et leur idéal professionnel. C'est-à-dire ici,
un métier, voire une vocation exercée par quelqu'un de sportif, d'aguerri, qui fasse passer son devoir avant tout, argent ou famille, et qui soit suffisamment entraîné pour faire face aux difficultés potentielles et réelles d'une opération extérieure ou voire d'une guerre. De plus, il me semble que ce qu'ils réclament par là, c'est aussi d'être traités à égalité entre eux. Par exemple, les arrêts maladie, que ce ne soit pas une manière de contourner le travail ou une mutation, et que les femmes ne soient pas avantagées du fait d'être des femmes. Ils affirment ainsi une forme d'idéal encore professionnel, méritocratique et de partage équitable des difficultés du métier entre ses membres. Alors après, première remarque, j'aimerais en formuler de nouvelles. Elle est encore un tout petit peu loin, un peu plus loin. C'est que, premièrement, il semble effectivement que cet idéal professionnel soit plus difficile à accomplir pour des femmes avec des enfants, il faut le dire, parce que l'impératif de disponibilité pose problème. Donc, ça nous renseigne un peu aussi autrement sur l'intégration des femmes. Cela dit, si ce problème est plus prégnant pour les femmes, on le retrouve également dans le discours des hommes. Et la deuxième chose, il me reste 30 secondes, c'est que la plupart de ces critiques qui pourraient sembler réactionnaires le sont effectivement dans la mesure où j'observe du même coup une autre tendance chez les militaires à revendiquer davantage d'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle et moins de décalage, je cite, avec la société civile. Ainsi, on peut dire que ces tendances à critiquer ces évolutions peuvent être comprises comme des réactions à une forme de banalisation ou civilianisation, alors c'est un mot barbare, mais c'est un mot utilisé par les acteurs aussi, de leurs conditions de travail qui viendraient en fait remettre en cause ce qu'ils considèrent être le cœur de leur métier, le surcroît de sens ou le supplément d'âme, comme certains disent, qui est recherché par beaucoup lorsqu'ils s'engagent. Donc, pour conclure, voilà, j'ai fini. Je souhaiterais terminer sur deux choses plus générales. C'est que si l'institution militaire a été longtemps décrite comme une institution, enfin pas longtemps, mais parfois décrite comme une institution totale, donc moi je crois qu'on voit bien, en tout cas, sa plus grande perméabilité aux évolutions issues du monde civil, et l'intégration des femmes est un bon point d'entrée et un point saillant de cette plus grande perméabilité. Et la deuxième chose, c'est que l'observation participante et le temps passé avec les acteurs sur le lieu de travail, ça a vraiment permis de comprendre les relations étroites qu'entretiennent les questions d'intégration des femmes à celles des évolutions du métier militaire, et du coup d'inclure cette question de sociologie des études de genre à celle de la sociologie militaire, mais aussi du travail. Et voilà, et je terminerai là-dessus en ayant un petit peu dépassé, excusez-moi, voilà. Est-ce que vous voulez que je prenne la suite de suite? Oui, c'est à toi, Léa. Très bien. Merci. Merci à vous. Tout d'abord, effectivement, c'était ce par quoi j'avais commencé. Merci à Marguerite pour ta première présentation qui fait beaucoup sens. C'est des questions sur lesquelles, évidemment, je me suis posée à un moment donné ou pas de la thèse. Enfin, à un moment donné de la thèse, peut-être pas forcément en cours, mais plutôt après. Et j'aurais plein de questions, mais ça va pas être le propos. Je vais tenter de tenir les 10 minutes également. Donc, merci à Johanna et à toute l'organisation pour ce colloque qui, effectivement, est une opportunité immense avec la traduction en plus du français à l'anglais qui nous permet de communiquer. Et donc, j'en profite avant de commencer par remercier les traducteurs qui, aujourd'hui, me permettent de parler français dans ma langue natale et d'être compris par tous les panélistes et auditeurs. C'est une grande question, la communication en français, parce que quand on parle anglais, on a la traduction du militaire vers le français, du français vers l'anglais, et les termes ne sont pas les mêmes à chaque fois, et au lieu de devoir penser dessus, il y a des gens qui sont très compétents pour le faire, qui le font aujourd'hui, et j'en suis immensément heureuse. Donc, je vous partage mon écran pour pouvoir suivre le PowerPoint en même temps. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est tout bon et que vous voyez? Alors, hier, je pouvais mettre en grand écran, mais a priori, si. Oui, c'est parfait comme ça. Ça marche? Très bien. Donc, du coup, pour la présentation d'aujourd'hui, à défaut de m'interroger sur le genre, même si je suis une femme, effectivement, je voulais vous proposer de penser comment le terrain militaire fait avec son chercheur, car j'ai eu l'occasion d'aller m'intégrer au sein d'une compagnie d'infanterie.
Et j'ai beaucoup pensé de comment je peux faire pour m'adapter au terrain, etc., etc., jusqu'au jour où j'ai retourné la focale à l'envers et je vous propose de le faire avec moi aujourd'hui, au fil de la discussion, pour qu'il soit possible de faire la bascule dans l'autre sens. Il faut que vous sachiez un peu, peut-être, pour ceux qui sont des sciences sociales connexes à l'anthropologie, quelles sont les spécificités qui me permettent de faire cette bascule à l'envers. C'est-à-dire qu'en anthropologie, on est basé sur la réalité vécue partagée. Donc, on a beaucoup de logique, voilà, d'immersion participative, d'entretien, etc., pour essayer de comprendre la réalité des autres, en essayant de faire passer notre réalité vécue dans un second plan ou dans un plan réflexif. Et oui, l'anthropologie se fait sans hypothèses initiales. L'anthropologie se fait en se demandant comment fonctionne, par exemple, la famille, la religion ou une grande thématique de société au sein d'un groupe, en sachant très bien qu'on n'est pas sûr que ce groupe est la chose qu'on a envie de regarder. Donc, comme le dirait mon directeur, si vous savez ce que vous cherchez, pourquoi cherchez-vous en anthropologie? Et avec cette logique, on arrive sur des terrains où on a une vague idée. Moi, je suis arrivée sur un terrain en demandant ce que souffrir veut dire. Et ensuite, c'est le terrain qui va modeler la question avec nous. Et c'est la seule manière de faire de l'anthropologie qui puisse vous éviter d'être complètement aveugle sur le terrain et de n'y voir que ce que vous voulez y voir. Aujourd'hui, les acteurs de terrain, donc qui font partie de la recherche autant dans sa construction que dans sa réalisation que dans les résultats, il fallait qu'ils puissent avoir leur mot à dire sans savoir qui drive la recherche, puisqu'ils ne sont pas anthropologues, ils n'ont pas les compétences pour la driver d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la recherche, elle est arrivée et elle a été rendue possible. On l'a vu dans ta présentation, Marguerite, c'est difficile d'avoir accès au terrain, etc. Et moi, j'ai pu avoir accès avec beaucoup de chance en partie parce que j'ai commencé en me demandant pourquoi il existe des médecins militaires français si les soldats sont français. Si on part de la logique on a un système de soins qui dépend de nos cultures, de nos sociétés, pourquoi les militaires français, qui sont des Français à la base, des citoyens, sont à ce point différents par leur travail qu'ils ont besoin d'un service de santé spécifique? Une fois que j'ai initié cette réflexion, je me suis dit, mais je vais aller voir en école de santé des armées. Ensuite, je vais aller voir à l'hôpital de santé des armées qui était à côté. Et je me suis demandé un peu tout ça en filigrane. Puisqu'il était difficile d'avoir accès en tant qu'anthropologue, j'ai utilisé ma double formation en parallèle en neurosciences. En interrogeant les variations d'empathie et d'altruisme, je me suis permise de travailler avec l'Institut de recherche biomédicale des armées sur ces questions un peu plus quantitatives, pour leur prouver en fait ma manière de réfléchir, etc. Et en y associant l'anthropologie comme une alternative, quelque chose qui peut renforcer. Au bout des 2 ans de master, ils se sont rendus compte, et moi aussi, que au-delà d'une identité des médecins militaires qui est spécifique et qui va avec eux, là où les médecins civils ne vont jamais, il y a aussi cette idée de la représentation de la maladie qui est différente. Parce que il y a beaucoup de choses où les soldats français ne peuvent pas être malades chroniques, sinon ils sont pas déboutés, mais ils sont reconduits à un autre travail, etc., réformés. Et du coup, être malade a une autre réalité. Quand je suis arrivée à la fin du master, je me suis dit, mais si être malade, c'est différent pour les soldats français, est-ce que souffrir est différent dans une autre mesure? Et c'est comme ça qu'est née la thèse. C'est comme ça que je me suis dit, est-ce que de passer des médecins français militaires, on ne pourrait pas passer aux soldats pour demander comment eux, ils souffrent de l'autre côté, avant ou pas? Car vous le savez, j'imagine, souffrir d'un point de vue anthropo, la souffrance, elle est sociale, c'est un écart à la norme. Et donc, souffrir, ça se fait avec ceux qui vont bien et ceux qui en vont un peu moins. Donc, pour avoir accès à cette réalité des souffrances au régiment, je me suis demandé globalement comment on fait pour pouvoir se retrouver immergé au quotidien avec de l'infanterie, de l'artillerie ou peu importe le groupe qui serait volontaire à m'accueillir. Et je me suis retrouvée face à une réalité assez triste d'un point de vue complètement subjectif. C'est-à-dire qu'il y a peu d'antécédents de recherche en anthropologie militaire. Il y a de la sociologie militaire, mais les manières de faire sont un peu différentes et on trouve très peu d'anthropologie militaire. Sauf à certains égards où il y a l'existence d'une recherche qui a été faite en anthropologie, admettant, avec des sociologues et des psychologues, un anthropologue, grâce à une équipe de recherche pluridisciplinaire. Et jusqu'à ce que je tombe sur cet article, je n'avais face à moi que des articles qui pensent l'anthropologie comme soit faite par des officiers qui sont à la base officiers français et qui se forment à l'anthropologie par la suite, par rapport à d'autres sciences humaines, etc., et qui disent que là font de l'anthropologie d'insiders, soit ce fut des anthropologues un peu extérieurs qui se basent et se cantonnent à des questions civilo-militaires, c'est-à-dire qu'ils vont se demander comment les civils voient
les soldats, comment les soldats se représentent, le retour à la vie civile, etc. Et donc, ils sont à la marge, à l'entre-deux, entre les deux mondes. Mais il n'y a pas d'anthropologue extérieur qui fait de la recherche d'insider. Sauf que pour se poser la question de ce que souffrir veut dire, il me fallait une position d'insider, là où j'avais pas 10 ans d'officier à faire avant de pouvoir faire ma recherche. Donc, l'équipe de recherche pluridisciplinaire a été une possibilité et elle s'est montée, comme vous pouvez le voir sur PowerPoint, avec 5 grandes composantes de l'équipe de recherche pour représenter les 5 grands axes d'enjeux qui allaient devoir intervenir pour défendre leurs propres intérêts à cette recherche d'une manière ou d'une autre. Dans un premier temps, évidemment, il y a eu mon directeur de recherche qui, lui, garantissait la scientificité anthropologique de la recherche, puisqu'il n'y avait pas beaucoup et pas d'anthropologue qui pouvaient m'encadrer à ce moment-là. Il fallait un directeur qui soit anthropologue d'abord, anthropologue du soin psychique, de la psychiatrie, etc. Puis les 2 médecins militaires chercheurs qui ont encadré mes recherches de master, que nous avons vu juste avant, qui ont permis l'émergence de ces questionnements, eux se sont intégrés en disant, voilà, on est médecins militaires, chercheurs, on a vu Léa travailler, et donc c'est une sorte de caution scientifique de l'intra-armée qui me permettait d'avoir une certaine légitimité, dans le sens où j'avais déjà fait mes preuves dans ma manière de travailler. Puis s'est posé la question du financement. Un financement comme on fait en université française, financé par l'université, c'était délicat parce que ça voudrait dire que le financement et donc l'intérêt était potentiellement extérieur, ce qui, au regard des différents travaux historiques et de l'arrêt de travaux anthropologico-militaires, était difficile de concevoir un financement extérieur. Donc c'est l'agence Innovation Défense qui a financé, une agence d'innovation spécifique qui est une partie de l'armée française qui permet l'innovation tout en étant au bénéfice de l'armée, mais gérée à son rythme. Donc, pour pouvoir admettre les civils d'une manière qui n'est pas encore trop militaire, mais pas complètement à l'extérieur. Et une fois que j'avais le financement, les médecins-chercheurs qui étaient une caution scientifique interne, mon directeur en caution scientifique externe, je me suis tournée vers la cellule d'intervention de soutien psychologique de l'armée de terre, parce que ce sont eux qui dialoguent avec tous les régiments pour les questions de souffrance potentielle et qui les traitent, non pas au niveau du service de santé des armées une fois qu'il y a un problème, mais en amont, pour faire de la prévention, pour avoir en fait tout le lien de ce que peut être souffrir quand on est dans les forces et qu'on va bien. Et c'est eux qui m'ont guidée et qui ont sollicité les régiments directement de l'interne en interne pour savoir quel régiment serait volontaire à avoir une recherche d'anthropologie. Une fois que je suis arrivée au retour de ces régiments, il y en a un parmi 3 qui ont répondu, 2 dans lesquels j'ai fait de l'immersion, qui se sont portés volontaires et qui m'ont intégré pendant 18 mois. J'ai fait 1 an et demi en compagnie de combat d'infanterie française. Et évidemment, pour faire encore une fois écho à Marguerite, j'étais la seule femme sur les 130 hommes présents, les 130 soldats. Et j'ai fait des entretiens semi-directifs. J'ai été avec eux au quotidien, j'ai pu prendre des photos, etc. Et peu à peu, je négocie une place qui fait que j'ai réussi à avoir une position d'insider. Ça a dû prendre, de pseudo-insider, ça a dû prendre bien 6 mois, quelque chose comme ça. Mais ils m'ont permis de faire avec eux les entraînements, la préparation au déploiement en Afrique, le voyage jusqu'au lieu de mission et le retour, avec les sas de fin de mission qui ont lieu pour préparer les retours en France, etc. Différentes actions de collaboration interrégimentaires, j'ai pu les accompagner aussi. Les stages en milieu dangereux naturel, ça a été possible. Une mission Sentinelle, qui est une mission chez nous de protection antiterroriste dans le territoire français, même jusqu'à une mission en temps récemment. Dire qu'ils m'ont accepté avec eux jusqu'au moment où je dormais dans les dortoirs de 40 bonhommes, il y avait 40 hommes et moi, sans aucun problème, etc. On en reviendra si vous avez des questions, c'est pas le propos aujourd'hui. C'est que quand on est arrivé là, il y avait peut-être pas que cette structure d'équipe de recherche qui a permis ça. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis demandé si, en construisant l'équipe de recherche, il n'y avait pas des prérequis qui avaient finalement plus d'importance que l'équipe de recherche pour les acteurs qui m'ont ouvert le terrain. Et ces acteurs, ils ont eu des conséquences, ces conséquences-là, ces manières de comprendre les choses. Je me suis rendu compte que ma perception était très différente parce que les ajustements que ça m'a demandé pour que je puisse faire du terrain, c'est des ajustements qui leur ont été eux aussi demandés, mais avec d'autres réalités complètement. Et ces réalités, j'en identifie 3 types qui sont assez importantes et c'est celle-là dont je voulais vous proposer de penser aujourd'hui. C'est-à-dire que tout d'abord, pour pouvoir avoir les différents contrats de financement et pour pouvoir accéder à l'armée française, il m'a fallu la nationalité française. Ce qui est un prérequis administratif, où je me disais, oui, effectivement, on peut concevoir un risque d'espionnage d'une armée à l'autre, etc. Pourquoi pas? Ça me semblait assez absurde. Quand j'ai écouté les soldats, la nationalité française, c'est pas forcément un non-risque d'ennemi, c'est aussi une reconnaissance des anciennes générations de ma famille qui ont probablement eux aussi fait leurs armes à l'armée
et qui, du coup, réduit la marge d'étrangeté entre moi, l'anthropologue, et eux, le système militaire. Et donc, cette étrangeté réduite, c'est une notion qui dit on a peut-être quelque chose à partager ensemble, on a peut-être eu des bases, on va dire, initiées par nos parents, grands-parents qui ont été formés dans l'éducation, qui font que j'ai reçu un minimum de bases qu'ils ont dû apprendre à l'armée ou dont ils avaient déjà possession. Mais c'est aussi cette idée que on est suffisamment proche par des éducations supposées relativement proches pour avoir l'opportunité de communiquer de la même manière et de voir le monde d'une manière qui, si elle n'est pas la même, peut le devenir parce qu'on n'est pas si loin. Une sorte de certitude intégrée en eux qui fait qu'ils peuvent le faire s'ils s'en donnent les moyens. C'est pas une peine perdue. Et au-delà de la nationalité française, je me suis énormément questionnée sur l'état de santé. On m'a demandé régulièrement de garantir que pour monter dans un avion militaire, il faut ne pas être enceinte et il faut faire un test pour le prouver. Et il faut ne pas avoir de maladie chronique, il faut avoir tous ces vaccins à jour, etc., etc. Et c'est une charge assez importante. Et mon premier réflexe a été de dire oui, effectivement, si j'avais un handicap assez important, il serait difficile de me balader avec eux, de porter un sac à 20, 40 kilos, etc. Mais au-delà de ça, quand je les ai écoutés parler, c'est pas une question de validisme, c'est pas une question de discrimination, loin de là. C'est plutôt une manière pour eux, non la manière qu'ils me l'expliquent, de protéger tout le monde. Parce que si demain si j'avais été diabétique et que l'armée avait accepté que je sois là, il aurait fallu, puisqu'elle accepte, qu'elle soit capable de me donner les moyens d'être avec eux en ayant un diabète. Et ça implique notamment des voyages logistiques médicamenteux, si je les suis jusqu'en Afrique. Pour moi, qui suis chercheur, pas tant, mais pour chaque soldat qui s'engage, ça veut dire quelque chose d'important. Et les voyages logistiques, ça implique un hélico avec une équipe dans l'hélico qui va livrer des médicaments pour que certains puissent rester en vie. Et plus on a de contraintes qui permettent de rester en vie, plus on a de voyages, plus on a de risques que ces hélicos se fassent détruire en vol et qu'on ait des morts d'une manière ou d'une autre. Et l'armée se retrouve dans leur manière de fonctionner avec, si j'admets des personnes avec des maladies chroniques, je veux être dans l'obligation de les maintenir en vie de la meilleure manière, et cela risque de coûter la vie d'autres militaires. Et pour un homme diabétique qui doit avoir son traitement, si on généralise, on va avoir 2, 3 convois logistiques qui vont nécessiter la mise en danger d'une 10, quinzaine de personnes en avionnage. Et ce rapport-là, l'armée refuse de le faire parce qu'elle considère que les hommes qui sont là sont pour s'entretenir les uns les autres, pour se maintenir en vie par le groupe, mais elle ne risquera pas la vie d'un homme au-delà de ses possibilités et de son économie, c'est-à-dire que ça demande une industrie complète derrière, et c'est pas possible. Elle préfère relocaliser ses forces dans un meilleur armement, plus de nourriture, de la nourriture de meilleure qualité, etc. C'est un choix et un parti pris. Et quand il me l'explique, il y a aussi cette idée les médecins militaires me l'expliquent plus que les soldats, qui le voient peut-être un peu moins, mais je l'ai pas questionné plus que ça. Ils me disent également que n'importe quelle personne, ça s'est posé notamment pour la grossesse, si demain j'étais enceinte au moment de partir avec eux, en allant avec eux sur le terrain, que ce soit sur n'importe quel type de mission, je me prive de soins potentiels français que je pourrais avoir, de la pharmacie que je n'aurais pas au milieu de l'Afrique, donc au-delà des médicaments, mais aussi de tout traitement si je fais un malaise ou peu importe, des choses que les médecins d'antenne médicale projetée ne peuvent pas me permettre d'avoir et qui serait du coup un déficit de soins par rapport à la norme civile. Et si j'étais restée civile, si j'avais été exclue plus tôt de l'enchaînement militaire, j'aurais pu avoir accès à ces soins. Et donc, il y a un parti pris net, énoncé par les acteurs de terrain, de ne pas réduire mes possibilités d'accès aux soins qu'on a en France parce qu'on est à la base dans le pays. Ça m'a fait réfléchir et j'ai continué un peu comme ça en me disant, OK, peut-être que l'état de santé, je l'ai vu à ma porte, mais le voit d'une autre manière. Peut-être la nationalité française, je l'ai vu de ma manière, mais ça leur permet, eux, une condition minimale de communication possible. Et je me suis interrogée sur le treillis et le grade que j'ai porté. Le treillis parce que vous imaginez bien que là, je porte une robe et c'est pas du tout pratique pour aller camper dans la neige, en forêt, etc. Et le treillis a de mon point de vue, côté très pratique. Mais ça a aussi cette réalité pour eux, tout ce qui n'est pas militaire est à vérifier que ce ne soit pas nuisible. C'est peut-être une personne civile en mission sentinelle qui est là, un citoyen français et qui se balade, mais ça peut être aussi quelqu'un de potentiellement dangereux. Et le porter le treillis, ça veut dire avoir été reconnu comme non nuisible, non risqué. Donc, c'est assez important aussi dans le symbolique. Et donc, finalement, c'est exister dans leur réalité militaire. Ils ne prennent pas de risque à interagir avec moi. Le grade derrière,
je me suis dit pendant un temps, est-ce que c'est une manière de me protéger parce que je suis une femme? Au début, je me suis dit, est-ce que c'est une manière de reconnaître mon niveau universitaire et de faire la traduction? C'est plutôt une manière d'autoriser ou non un déplacement dans l'environnement. Le grade définit la manière dont on peut ou pas aller venir, dont on peut ou pas interagir. Et finalement, au-delà d'un rapport de pouvoir, ça définit les logiques d'adresse. Le moins gradé dit bonjour au plus gradé quand il le croise. Mais au-delà d'un respect hiérarchique, c'est aussi une manière de dire « je te vois » et « je communique avec toi à ma manière », même si on n'a pas besoin d'interagir plus que ça. Et finalement, sans grade, les militaires sont un peu perdus. Ils se disent « oui, est-ce que je peux lui parler ou pas? Est-ce que je peux lui demander ou pas ?» etc. Et le grade, si on négocie derrière la position et la réalité du chercheur, n'est qu'un moyen de briser la glace initiale dont ils ont besoin pour savoir s'ils disent bonjour ou si je leur dois le salut, etc. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. D'autant plus que quand un militaire vous croise, c'est la première chose qu'il regarde, justement pour ce principe-là. Et le grade est sur la poitrine, ce qui est assez perturbant quand on ne se fait pas regarder dans les yeux dans un premier temps. Enfin, chez eux, ils portent une bande patronymique avec leur nom. Je conclus, j'en ai pour 1 minute, si vous voulez. Ils portent leur bande patronymique avec leur nom, je suis désolée pour le dépassement de temps. Et ça, c'est la logique, non pas d'adresse, mais de référence. Si vous ne portez pas de nom, on ne peut pas faire référence à vous quand vous n'êtes pas là. Et l'ensemble de ces conséquences, effectivement, vous le voyez, font beaucoup réfléchir parce que plus qu'une manière de s'adapter au terrain, pour faire des sciences sociales à l'armée, on nous demande de réfléchir au cadre qu'on met, à ce que ça fait, comment on crée notre identité. Mais là, tous ces facteurs-là avaient une double identité, une double logique, une double réalité. C'est-à-dire que pour les militaires, ça leur permettait de construire non pas ma manière d'interagir, mais ma manière d'exister dans leur prisme. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de pouvoir, grâce à ce cadre, m'attraper et m'adapter à leur monde, là où jusqu'ici, je ne pouvais que faire que m'adapter en fonction des contraintes que je percevais. Et je pense que mon immersion a été beaucoup plus facile que certaines autres décrites dans la littérature, parce que grâce à ce cadre-là que je vous ai expliqué, ils ont eu l'occasion de m'attraper et de me contraindre comme il l'aurait fallu quand je ne pouvais pas le faire de mon point de vue. Et c'est ça que je voulais offrir à discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut laisser le terrain nous contraindre pour nous adapter eux-mêmes et comment c'est possible potentiellement? Voilà, merci beaucoup. Yeah, thank you, Leia. Bonjour, merci For your presentations. I think it's de interesting vos because all présentations. our work kind of flows together nicely. C'est So I'm intéressant parce que excited to learn about tout your work. s'harmonise, n'est-ce pas? Um, Alors, j'étais it'll très be heureuse interesting to see d'en apprendre davantage sur vos travaux et on verra bien comment ma contribution s'insère ou s'imbrique dans les vôtres. Policy changes are often Les changements de politique sont souvent la première étape dans le changement d'une culture organisationnelle. Mais ces changements, évidemment, doivent être basés sur les données probantes. La manière dont nous définissons les termes comme participation ont un impact sur la trajectoire de notre interrogatoire. La recherche nous dit qu'il n'est pas possible de considérer s'il s'agit les notions de catégorie de classe, ethnicité, hiérarchie et le reste. Étant donné la complexité de la culture, une des composantes clés des forces canadiennes d'armée, c'est le changement de paradigme à un mode de recherche davantage participatif. Donc, la participation action-recherche, la recherche, pardon, action-participation est bien établie et permet donc de prendre en compte l'expérience vécue du personnel et de leur famille. Le personnel militaire a and ranked base communities to which they belong. The lived experiences of veterans les expériences vécues des anciens combattants et des membres des familles militaires peuvent également révéler quels sont les besoins auxquels il faut répondre pour que le changement culturel puisse s'opérer dans les sphères personnelles de la vie militaire. Donc, la recherche-action participative donne la chance aux membres de la communauté de participer à la recherche.
that have D'abord, occurred in a il faut particular voir quels context. explorons justement des types de recherches de ce genre qui ont eu lieu dans les forces Action militaires. research, including PAR, follows an ongoing Toute spiral of steps comprising recherche action planning, participative acting, observing, comprend d'abord la planification, le fait d'agir, PAR is an l'observation, approach to research and l'évaluation et engagement ensuite and emphasizes the building and maintenance of les productive conclusions. research relationships. Alors, la participation Central of vise à participation in établir des PAR relations de stems from recherche Frere's philosophy, productives. empowerment emerges Elle from the vient educative d'une potential philosophie of experiential knowledge. That is, PAR recognizes that axée people are sur experts in their own life la connaissance experience and have expérientielle, agency to make parce que impactful les gens change. sont les premiers We're auteurs often positioned as et community les agents insight. du changement dans leur propre vie. Perspectives provide Puisque valuable insight into the cultural la, nuances, relationships of power, il est important de social tenir compte structures des that nuances usually culturelles, constitute des their lives. relations hiérarchiques et des structures qui Emancipatory organisent action la PAR vécu et enables l'expérience. to achieve a deepening L'action awareness of both participative permet aux gens d'approfondir la signification des réalités socioculturelles qui façonnent leur vie et leur capacité de transformer ces réalités. Donc, part et dépend du contexte, de même que des besoins des participants clés et des intervenants. Et donc, le but et le contexte d'une étude particulière détermine l'habilitation des participants. Nous avons donc formuler les questions suivantes. Quelle recherche de ce genre a eu lieu dans le contexte militaire? Et qui a fait, quelles sont les questions qui ont été étudiées? Qui fait la recherche? Et pourquoi et où cette recherche a-t-elle eu lieu? Et basé sur un dépouillement de la littérature, on a demandé est-ce que ce type de recherche est faisable au sein du MDN et des forces armées canadiennes? Et quels sont les obstacles à la conduite de ce genre de recherche dans le contexte militaire? Donc, nous avons fait des comparaisons avec le groupe des 5 parce qu'ils partagent des perspectives semblables lorsqu'il s'agit d'aborder des changements organisationnels. Alors, cet organigramme illustre notre stratégie. Donc, 30 articles ont été inclus dans le dépouillement de la littérature. Nous avons aussi fait une analyse en utilisant la perspective bispirituelle LGBTQ+2. Donc, c'est un processus analytique qui évalue les inégalités systémiques dans une organisation et nous utilisons une approche intersectionnalité pour voir comment l'identité interagit avec la réalité. L'intersectionnalité est importante parce que l'identité forme le point de départ pour les relations interpersonnelles. Et il est donc important de tenir compte des lacunes dans la littérature et comme quoi et dans quelle mesure il reflète les lacunes dans la société. Il y a 3 approches à l'utilisation de la recherche-action participative dans les organisations militaires. D'abord, il y a la formation de partenariats de recherche à long terme. Et dans ces cas, les leaders communautaires ont agi comme intervenants clés pour déterminer la portée et le type de chaque étude menée dans le cadre de ce partenariat. La méthodologie varie, évidemment, tout dépendant du problème et de la nature. Ensuite, nous avons adopté la méthodologie PAR. Et donc, les participants ont été impliqués à divers niveaux dans la portée, la conception et l'analyse et la dissémination des résultats de l'étude. Il y avait des partenariats à court terme ou long terme avec des universitaires, des leaders communautaires, les organisations et les individus. Plusieurs chercheurs ont utilisé les 2 approches dans leurs études. Leur approche était basée selon le contexte, les intentions et les buts du partenariat de recherche. Les articles dans ce dépouillement de la littérature nous indiquent quels étaient les thèmes qui ont été explorés. Les anciens combattants étaient la catégorie la plus engagée des participants, suivi des familles militaires. Bien que ces catégories de participants ne soient pas
or VA in the sont US, associés avec les anciens combattants aux États-Unis. An interesting result Ils existent à l'extérieur de la hiérarchie militaire. The most prominent military organization in this lit review was the Les organisations particularly in les the form of a plus VA medical center. importantes étaient justement des anciens combattants et en particulier les programmes médicaux. Les anciens combattants se sont engagés à utiliser une approche PAR pour évaluer les organisations de prestation de soins. Par exemple, le partenariat de 10 ans entre les recherches universitaires et un organisme sans but lucratif. La plupart de ces études se sont déroulées aux États-Unis avec une étude au Canada et une autre en Australie. L'information sur le genre a été recueillie pour des raisons de démographie et nous n'avons pas fait de différenciation selon le sexe. Et donc, l'intersectionnalité des expériences vécues montre justement qu'il y a des lacunes dans la littérature des recherches action-participation. Et donc, nous pouvons dériver des données précieuses sur l'intersectionnalité des organisations militaires. Par exemple, le stigmatisme demeure un dissuasif important. La stigmatisation de certains traumatismes, en particulier ceux qui résultent de l'inconduite sexuelle, peuvent décourager les victimes à se prévaloir des soins nécessaires. Nous avons fait des entrevues et des groupes de concertation et d'autres méthodes novatrices ont été utilisées. Par exemple, des méthodes de recherche basées sur les arts, la rédaction de récits et aussi le théâtre. Et nous avons donc aussi utilisé des méthodes de triangulation des données en utilisant des dyades, des conseils communautaires consultatifs, la collection d'artefacts visuels et aussi des observations en accompagnant des agents de police à des appels au secours dans le cas de crise de santé mentale. Toutes les études dans cette revue se situent sur un continuum. Les approches de participation, action participative varient selon les études. Given the centrality of participation to PAR Étant donné methodology, le fait que la plupart de ces études tombent au centre du continuum, elles indiquent un degré de participation moyen. Ces facteurs dépendent aussi du type de validité qui a été mise en valeur dans la conception et la rédaction des rapports de l'étude. La validité transactionnelle nous dit que la recherche peut avoir plus de valeur selon les stratégies utilisées pour s'assurer que l'interprétation des données reflète exactement la réalité. Donc, on s'inspire de l'expérience vécue des individus et des circonstances extérieures. Dans le cas de la recherche-action participative, on utilise des observations sur le terrain et aussi des indications sur le rendement. La plupart des articles mentionnent l'utilisation d'une forme de validation transactionnelle. Et pourtant, la congruence épistémologique et ontologique de ces méthodes n'a pas toujours été expliquée. PAR exige aussi que les chercheurs analysent la possibilité d'obtenir des changements significatifs à la suite de l'interprétation des données. Donc, il est important de se conscientiser et aussi d'entraîner un changement. Et les découvertes d'hétérogénéité, tout dépendant du contexte géographique de la recherche, ont varié. Action in PAR may be impactful at the level of the participating individuals, L'action de la recherche participative manifested in both the process and outcomes of a particular PAR cycle.
For example, data collection Par methods exemple, la collecte des données peut donc augmenter la capacité organisationnelle à la suite d'une étude. Et il peut y avoir aussi un projet ou une initiative ou un modèle fonctionnel qui découle des résultats de l'étude. Les résultats d'études par peuvent être utilisés pour favoriser ceux qui sont au sommet de l'échelle et aussi nourrir ou servir de désincitatif à ceux qui seraient appelés à participer à ce genre de recherche dans l'avenir. C'est ce qu'on voit en particulier dans le cas des groupes minoritaires qui sont marginalisés davantage. Il peut y avoir aussi des équipes de pouvoir qui sont renforcées et il peut y avoir aussi retraumatisation si les récits d'expériences vécues sont utilisés de façon inappropriée. Il faut être transparent quant à la réalité de l'applicabilité de part dans les contextes organisationnels. Donc, il faut reconnaître que certaines formes de changement ne sont pas toujours possibles à l'intérieur d'un cycle donné. Et dû à des circonstances politiques, sociales et culturelles, la voix des participants pourrait être mise en sourdine. Et s'il y a un risque de tort dans la définition des actions nécessaires pour apporter des changements. Et donc, il peut y avoir une forme d'ostracisation sociale, perte d'emploi, oppression politique et traumatisme si les soutiens nécessaires ne sont pas offerts aux participants dès le départ de l'étude. Et donc, il est important de garder présent l'esprit, de prioriser la sécurité des participants à toutes les phases de l'étude. Les résultats de ce dépouillement littéraire nous ont donné donc un aperçu de la faisabilité de la recherche-action participative. Le MDN est bien placé pour faire ce genre de recherche. La proximité et l'interdépendance des organisations fait que les engagements de part sont possibles. La nature pragmatique de ce genre de recherche qui est fait par le MDN et les forces armées canadiennes nous permettent donc de transposer les résultats de la recherche en actions concrètes. Ce qui fait donc... Alors, il reste qu'il est nécessaire d'apporter une perspective intersectionnelle à la recherche-action participative pour opérer les changements culturels nécessaires. Même dans le cas de l'inconduite sexuelle et la discrimination, il est important de s'assurer que la recherche part est menée de façon éthique à l'intérieur des forces armées canadiennes. Donc, tenir compte des circonstances de vie, la réticence des organisations, la limitation des ressources peuvent aussi avoir un impact sur la qualité de la recherche ou des résultats de la recherche. Pour qu'une étude soit classée comme part, il faut que l'étude soit conçue en participation avec les membres de la communauté et ses objets, ses sujets. Donc, il faudra faire d'autres recherches pour voir si part est faisable dans le contexte des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale. Yes. Okay. Yeah. Thanks. Good morning, everyone. My name is Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Amber Strikers. Je suis une doctorante et j'étudie la recherche-action participative avec des chercheurs dont le but principal est de renforcer la sécurité psychologique des employés au sein des forces armées néerlandaises. Mais je vais surtout m'intéresser au sort des femmes et comment nous avons utilisé cette recherche pour renforcer la situation des femmes au sein de l'organisation. Donc, je pense que ce sera un ajout qui arrive à point nommé à la présentation d'Elisabeth. Comme vous le savez, les femmes qui travaillent dans les organisations militaires
sont souvent dans des situations dangereuses et font l'objet de discrimination, d'harcèlement, d'intimidation et aussi d'attention sexuelle non désirée. Et parce qu'ils sont en minorité dans les organisations militaires, elles doivent aussi se conformer à cette culture masculine. Et dans les forces armées néerlandaises, on essaie d'améliorer le sort des femmes, mais ça a été fait surtout en diversifiant les forces armées. Par exemple, en augmentant l'arrivée et la rétention des femmes au sein de l'organisation. Alors, c'est un effort qui se poursuit maintenant depuis une décennie, mais ça ne donne que des résultats mitigés parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques tant internes qu'externes. Et parce que la politique n'a pas évolué comme telle, l'intégration sociale des femmes et le changement culturel désirés ne se sont pas produits et constituent des lacunes béantes. Alors, cela nous amène à poser la question, comment pouvons-nous renforcer la position des femmes au sein des forces armées? Notre groupe de recherche a commencé donc à faire de la recherche participative au sein des forces néerlandaises et on pense qu'on pourra peut-être ainsi combler les lacunes en matière de politique. Et on pense parce que les employés sont vus comme des experts dans leur propre domaine et milieu de travail. Et ce qui veut dire qu'ils comprennent les enjeux, ils savent aussi quel genre d'interventions sont le plus susceptibles de réussir. Les employés sont aussi vus comme des copropriétaires de la recherche et collaborent avec des collaborateurs avec les chercheurs. Et cherchent évidemment à améliorer les pratiques et à concevoir des interventions qui sont alignées sur les besoins des employés. Et cela aussi incite les employés à lever la voix, à se sentir écoutés et à embrasser la possibilité d'apporter des changements culturels. Alors, je vais vous montrer comment nous avons conçu ou organisé notre recherche. Alors, 10 personnes ont participé sur une base volontaire. Et on appelle ça donc des terrains d'essai. Nous avions donc un organisme d'orientation de politique, plusieurs unités opérationnelles et 2 instituts de formation. Alors, chacun dans chaque terrain d'essai, les gens travaillent entre eux. Et comme je l'ai déjà mentionné, avec la recherche-action participative, il y a différents cycles. D'abord, nous avons commencé par l'exploration au sein de chaque terrain d'essai, en faisant des groupes de concertation, des entrevues individuelles et suivi d'une analyse thématique. Et à la lumière de cette analyse, nous avons ensuite passé à la phase action, où les chercheurs travaillent avec les employés pour mettre au point des interventions. Et simultanément, nous évaluons évidemment la qualité de ces interventions et le fonctionnement du groupe de travail lui-même. Et maintenant, je vais vous donner un aperçu de nos résultats. D'abord, les résultats de la phase d'exploration, en vous montrant quels étaient les besoins et l'expérience des employés. Et ensuite, je vais vous montrer les leçons que nous avons apprises après avoir amélioré le sort des femmes, ou la position des femmes au sein des forces. Alors, ce que nous avons remarqué d'abord, c'est que les expériences négatives des femmes demeurent invisibles parce que c'est difficile de partager des expériences négatives de façon ouverte par crainte de répercussions pour elles-mêmes ou ceux qui sont touchés. Par exemple, un des employés m'a dit, imaginez que vous me prenez les fesses, alors moi je ne veux pas vous dénoncer parce que je ne veux pas que vous subissiez des conséquences négatives. Et aussi, pendant les entrevues, les
hommes étaient également unaware of présents these negative consequences, et but they ils ont also été surpris found par ces aveux eye-opening to et hear le about récit de ces this, and expériences, they ça responsibly leur a ouvert les yeux et ils ont manifesté leur soutien en réaction. Another thing that we noticed was Euh, that women's Une behavior autre was put conclusion on que the nous avons tirée, c'est que microscope to a great le extent. comportement des femmes est Well, we souvent have no examiné need au for this microscope, unsolicited bien que attention, les or femmes and they ne also want a demandent special pas status within the l'attention military. They would rather be non seen as voulue soldiers than as ou military ne demandent pas non plus un statut spécial. Elles préféraient être vues simplement comme des soldats et non pas des femmes dans les militaires. Par exemple, une des femmes m'a dit que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que j'accepte que je suis un modèle pour notre sexe. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas être un modèle de rôle. Je veux simplement être soldat. Par exemple, il y avait une intervention qui a déjà été mise en œuvre depuis plusieurs années. C'est au début du programme de formation militaire, par exemple, pour les cadets qui viennent juste de se joindre aux forces. Il y a une conférence pour les femmes où on leur donne des conseils pratiques et aussi un avertissement. Il faut que vous soyez consciente que si vous vous rapprochez trop de vos collègues hommes, on vous qualifiera de femme facile ou carrément de putain pendant le reste de votre carrière. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait que j'accepte. Alors, pourquoi est-ce un problème des femmes que cette attitude qu'ont les hommes? Et nous avons aussi trouvé un code de conduite ou une culture de code de conduite contre-productive. Lorsqu'il y a des incidents, l'organisation institue de nouvelles règles pour protéger les femmes contre les agressions ou les inconduites sexuelles. Mais c'est contre-productif parce que cela attire encore plus d'attention sur les femmes et les isole davantage. Et cela diminue aussi la possibilité d'avoir des contacts spontanés et naturels avec les collègues. Comme quelqu'un nous l'a dit, les gens nous surveillent déjà parce qu'on sort de l'ordinaire et donc on doit encore faire, et ils deviennent encore plus rétifs à nous approcher et à être naturels avec nous. Et ça veut dire que nous sommes sans cesse sous le microscope. Un autre collègue m'a dit que les hommes nous ont dit qu'ils en ont assez de ce code de conduite culturelle et qu'ils préféraient plutôt avoir un dialogue normal quant au comportement souhaitable. Alors voilà, voici ce que nous avons appris. Donc c'était ce que nous avons appris pendant l'exploration. Regardons maintenant ce que nous avons appris de la phase action. Et je vais donc vous indiquer quelles sont les 4 préconditions que nous avons identifiées pour développer des interventions utiles dans les groupes de travail pour améliorer la position des femmes. Mais d'abord, il faut reconnaître et être sensible à l'expérience négative des femmes. Mais c'est difficile parce qu'on craint justement une mauvaise publicité, atteinte à la réputation. Les gens sont très fiers de leur organisation et de leur travail et ils ne veulent pas y porter atteinte. Et on sait aussi que si on met ce problème sans cesse à l'ordre du jour, les gens éventuellement s'ouvrent davantage. Une autre précondition, c'est qu'il faut créer un milieu sécuritaire qui encourage le dialogue et le partage de la responsabilité. Et c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais il est important de délaisser les rapports hiérarchiques et, par exemple, se parler, s'interpeller par son prénom, par exemple. Et aussi de donner la parole à tous les employés qui sont présents dans le groupe de travail, y compris ceux qui ne parlent pas beaucoup. Alors, dans le cadre d'intervention, dans un des groupes de travail, par exemple, qui était composé de cadets et de formateurs,
et de travailleurs sociaux. This talk for women this morning that Ils se sont dit, given has to change. cette conférence qu'on donne aux femmes, cette allocution qu'on donne aux femmes à leur arrivée doit changer. Et ils ont créé un dialogue sur la sensibilisation aux normes, et qui est un dialogue de facilitation où les cadettes donc, peuvent partager leurs hypothèses et leurs préjugés, et donc pour mieux comprendre les normes qui interviennent dans les jugements que l'on porte. La troisième précondition, c'est que pour qu'il y ait des interventions de la base, il faut aussi que le leadership inspire la confiance, manifeste son soutien. Et on a vu aussi que le leadership n'a pas l'habitude de ces interventions de la base. C'est une façon complètement différente de travailler au sein de l'organisation militaire, et qu'il faut peut-être un certain temps pour que le commandement s'y adapte. Et la quatrième précondition, c'est la mise en œuvre structurelle des interventions. Les changements culturels semblent liés aux changements structurels à cause du système de rotation des emplois, et qui fait que les employés changent souvent d'emploi, c'est-à-dire à tous les 2 ou 3 ans, il y a une rotation du personnel. Et donc, il faut sans cesse renouveler l'intervention, parce que dès qu'on a fini notre travail, il faut recommencer avec un nouveau groupe. Alors, j'espère que cela vous a donné une meilleure idée des progrès que nous avons accomplis au niveau de la pratique. Et maintenant, j'ai des leçons générales à tirer et à partager avec vous. D'abord, le fait d'abandonner ou de mettre de côté les rapports hiérarchiques stimule le dialogue, permet à tout le monde de se responsabiliser et encourage la collaboration, et à créer aussi un espace sécuritaire. Quand on encourage les interventions de la base dans une organisation hiérarchique, il faut aussi que le commandement manifeste sa confiance et son soutien. Est-ce qu'il y a un conflit avec les principes de la part? Ça, ce serait à débattre. Et nous avons aussi constaté que l'initiation le lancement des changements culturels nécessite des changements structurels parallèles. Et on peut aussi conclure que la recherche action-participation porte davantage sur l'inclusion plutôt que la diversification des forces armées. Une des conclusions préliminaires que l'on pourrait tirer, c'est que c'est une valeur ajoutée positive aux politiques existantes, mais est-ce que c'est suffisant pour combler les lacunes? Je ne sais pas, seul le temps le dira. Merci beaucoup. So thank you for these 4 Merci beaucoup de cette présentation, et j'aime bien le fait que ce que vous... J'aime beaucoup tout ce qui porte sur l'intégration personnellement, mais alors cette approche méthodologique est particulière, et je suis jalouse du travail que vous avez fait sur le terrain, et je pense à la présentation de Léa et Marguerite. Alors, j'ai des questions, et donc je vais poser ma question et ensuite on verra s'il y a d'autres questions des participants. Alors, je vais d'abord voir s'il y a des questions de la salle ou des participants. Joel Watson a une question et qui demande à tous les panélistes quelles étapes méthodologiques faut-il dans la recherche action-participation pour déterminer ce qu'est la cohorte, quelles sont les caractéristiques déterminantes et les problèmes de perception. Oui, bonjour. Merci de votre question, Joel.
Je voudrais simplement m'assurer que j'ai bien compris votre question. Vous voulez savoir, alors vous voulez savoir si dans les méthodologies de recherche, action, participation, oui. Alors, ça dépend de la portée du projet et des gens avec lesquels vous travaillez en termes de participants communautaires. Parce que cette méthodologie requiert plus de collaboration et que les participants sont des intervenants ou des parties prenantes et elles comprennent évidemment quelles sont leurs expériences à l'intérieur de la cohorte sociale dominante. Et souvent, ce type de travail se fait avec des gens qui font partie de groupes d'équité d'emploi ou des groupes minoritaires. Mais en ce qui concerne la ligne de repère et le contrôle, parce que la recherche est qualitative, on ne fait pas de groupe témoin ou de contrôle. C'est plus un processus itératif, un peu comme le travail d'anthropologie ou de recherche anthropologique dont parlait Marguerite, où on n'arrive pas avec une hypothèse ou une notion préconçue. La recherche action participative, pardon, commence à partir d'une perspective de table rase et on laisse les participants déterminer quelles sont les questions qui les interpellent. Well, in their particular community, what are the issues Et between quels sont les problèmes ou la dynamique dans les sous-cultures ou les groupes avec lesquels ils travaillent. Et Amber et Léa l'ont toutes les deux dit, mais la recherche action participation nécessite qu'on passe du temps avec les gens qui font l'objet de leur échange pour avoir une meilleure appréciation de leur expérience vécue, qu'on ait une idée claire de ce qu'elles vivent ces personnes dans le quotidien, sur le terrain. Alors, ce n'est pas simplement le récit de l'expérience vécue, mais c'est aussi accompagner ces gens dans le quotidien pour avoir être sur un navire, par exemple, et de comprendre ce que c'est que de vivre dans un espace confiné, d'aller sur un terrain d'essai, par exemple. Et là, j'ai bien vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Si je suis sur le terrain, je le vois bien. Personne n'a besoin de me le dire. Et donc, il est important que le chercheur fasse partie de l'expérience. Et c'est surprenant qu'on n'ait pas d'approche hypothético-déductive. Non, les gens sont surpris parce qu'ils s'attendent à ce qu'on ait des hypothèses à leur proposer. Alors, y a-t-il des questions de la communauté ou des participants? Rien? Oui, oui, allez-y. Oui, veuillez vous diriger au micro, s'il vous plaît. Oui, je suis curieux de la perspective française. Alors, vous avez parlé d'employés et de direction quand vous avez appelé les membres des forces armées néerlandaises. Est-ce que c'est comme ça que les aviateurs et les soldats et les marins se voient? Ou parce qu'au Canada, évidemment, on parle des membres des forces. Comment se voient-ils? Et quel est leur rapport avec l'organisation? Est-ce que c'est simplement un emploi ou c'est plus que ça? Bon, moi j'ai utilisé ces termes parce que je les empruntais mais c'est sûr et certain qu'ils s'identifient avec les forces. J'ai utilisé ces termes de société civile pour les fins de la présentation. Et c'est vraiment important pour eux de sentir qu'ils font partie intégrante de l'organisation. Et c'est un défi, justement, pour quelqu'un qui veut faire de la recherche-action participative dans le cadre militaire. J'espère que ça répond à votre question. Et on peut peut-être aussi poser la question, parce que c'était un des sujets de Marguerite, alors les anciennes générations étaient critiques par rapport
aux jeunes qui n'avaient pas la même identité, le même sentiment identitaire. Je ne suis pas exactement sûre de savoir comment répondre à cette question, mais je crois qu'elle ne peut pas être réduite uniquement à un conflit entre anciennes et nouvelles générations. Parce qu'il y a des nouvelles générations qui critiquent les nouvelles générations aussi. Et il y a des plus vieilles générations qui sont complètement pour le changement et qui justement parfois ont des regrets et expriment des difficultés et se disent bon bah c'est bien que ça change parce que finalement moi j'ai quand même beaucoup sacrifié, voilà. Donc c'est voilà, si j'ai donné l'impression que c'était les vieux contre les jeunes, c'est plus complexe que ça, quoi. Voilà, c'est ça que je peux répondre par rapport à ça. And I mean, Et j'ai des questions, mais c'est presque la pause. Alors, merci beaucoup de ces 4 présentations. Et les questions, je vais les garder pour demain parce que je pense que ça pourrait être un bon sujet pour qu'on discute ensemble. But about the promises and Pour difficulty of qu'on continue à parler des promesses et des possibilités de la recherche-action participative. Et parce que nous avons une responsabilité, évidemment, vis-à-vis des participants. Donc, il faut l'exercer avec prudence ou l'utiliser avec prudence. Et ce n'est pas toujours facile de s'insérer sur le terrain. Et c'était peut-être surprenant, mais en tant qu'une femme qui fait des recherches sur les femmes dans le militaire, c'est une autre dimension. Mais tout ça, je vais laisser pour demain. Et nous allons maintenant prendre la pause. Et nous reprenons dans 15 minutes. Donc, merci beaucoup au premier panel.